Ok, donc j'enchaîne avec un second volet technique de la part des producteurs. Ça a déjà été effectivement évoqué par Alexandre, c'est l'apport récent des lasers topo-bathymétriques, une nouvelle gamme de lasers, on va dire. Donc je vais vous détailler ça. Alors déjà avec un état des lieux de ce domaine, et puis notre retour d'expérience au CHUM, et puis en conclusion, les enjeux pour les futures levées. Donc si on regarde un petit peu le domaine des lasers aéroportés, il y a eu deux grosses évolutions récemment. D'une part, une évolution matérielle avec l'apparition de lasers topo-bathymétriques aéroportés. Donc qu'est-ce qu'on entend par laser topo-bathymétrique ? Contrairement aux lasers topographiques qui ont une longueur d'onde rouge, là on reste sur du coup une longueur d'onde verte, identique au laser classique, bathymétrique, ça doit pénétrer dans l'eau. Par contre, la fréquence d'émission est plus importante, donc on va atteindre une densité de points plus importante, avec une contrepartie évidemment, tout ça c'est une histoire de compromis, finalement une puissance d'émission plus faible, donc également une extinction du signal laser retour à plus faible profondeur. Bon, c'est pas grave puisqu'on vise justement la frange très côtière. Deuxième gros volet de l'évolution des techniques, l'amélioration des performances en zone turbide. Donc là, on pourrait parler de l'aspect matériel pour les lasers bathymétriques. Je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui. Moi, je me suis juste arrêté sur l'aspect logiciel, soft. Et donc, l'amélioration, on va dire, des performances de détection en zone turbide. Voilà, pour les planches suivantes, je me suis basé sur un article de référence fin 2013 dans l'IDAR Magazine qui recensait un petit peu tous les lasers bathymétriques existants. Et puis, donc, ça c'est en rouge, c'est ce qu'on a pu utiliser au CHUM comme laser bathymétrique. On mettait en très plein ce qu'on avait utilisé récemment, par exemple le LATS Mark III dont on a déjà parlé. Et vous voyez apparaître en bleu les petits nouveaux, on va dire, ce qu'on considère nous comme laser topo-bathymétrique. Donc chez AAB, le Chiroptera. Et puis chez AAB suédois, chez Riegel, donc les Autrichiens, le Riegel VQ820G. Donc on va s'attarder un tout petit peu sur ces deux lasers. Une remarque par rapport aux industriels, par rapport aux équipementiers eux-mêmes. Finalement, on voit que il y a trois grands équipementiers pour tout ce qui est laser bathymétrique. Avec ces lasers topo-bathymétriques, ça ouvre un petit peu la concurrence. Riegel vient vraiment du monde de la topographie, des lasers rouges, et pour autant ils se sont mis à quand même produire ces lasers qui vont dans l'eau. Donc là vous avez toutes les caractéristiques techniques, je ne vous assomme pas avec ça, vous pouvez me poser autant de questions que vous voudrez à la pause, et puis il y a Yves Pastol qui est également présent, donc mon adjoint qui est expert sur tout ce qui est lidar bathymétrique en France, donc n'hésitez pas à leur des pauses café. Voilà. Très rapidement, l'emploi par le CHUM de ce type de laser, donc c'était une première lors du lever PACA Finistère, avec du coup l'emploi du Riegel, une première mondiale du côté de chez Fugro. En mai 2013, on a essayé du coup le Chiroptera dans le golfe de Saint-Tropez et déjà le long des côtes normandes. En octobre 2014, ça va être repris tout à l'heure par Laurent Montel, mais on a donc fait le lever litho 3D du coup Languedoc-Roussillon, partie maritime, première fois. En avril 2015, là une étude de faisabilité dédiée avec du coup le Hawkeye 3 qui inclut un Chiroptera donc en Normandie-Picardie. Là, tout à l'heure, je pense que ça fera l'objet de compléments de la part de Nathalie Pfeiffer. Je ne sais pas si tu rentreras trop dans ces planches-là, mais bon, on reviendra dessus. Et puis, tout récemment, en juin, on a encore employé le Riegel. Là, c'était pour un lever lidar Polynésie française à Tahiti, Moorea et Bora. Donc là, nous, on essaie d'être très très factuel dans ce qu'on présente. C'est des constats. Ce qu'on a noté avec l'emploi du Riegel, c'est qu'en moyenne, en Méditerranée, on arrivait à atteindre 5 mètres de pénétration.
Et très exceptionnellement, on était à 12 mètres, mais vraiment de manière très très exceptionnelle. Pour la Méditerranée, on a même été un petit peu déçus. On pense que la compagnie de survey n'a pas forcément utilisé le laser dans le bon mode partout. En Finistère, vous voyez que finalement c'est assez équivalent. Or les eaux sont plus difficiles, on va dire que c'est plus remué, donc normalement c'est un petit peu plus turbide. On atteint, oui, un petit peu mieux même, en moyenne 5-6 mètres. Par contre le maximum est un peu plus bas, 10 mètres. Bon, ce qui est bien noté, c'est qu'également ces résultats, ces performances se dégradent très vite. Dès que c'est un petit peu turbide, on arrive seulement à 1 ou 2 mètres de pénétration. Voilà, donc c'est un excellent complément d'un laser bathymétrique classique type Platts. On a remarqué une difficulté pour ce laser avec les changements d'albédo. Quand on passe d'un fond clair à un fond sombre, il n'apprécie pas forcément. Et puis sur toute la partie traitement, il a fallu apporter pas mal d'améliorations, notamment sur la prise en compte de la réfraction et toujours sur la génération de la surface d'eau automatique, qu'on pense qu'il y a encore pas mal de choses à améliorer. Donc ça a été montré tout à l'heure par Alexandre, je passe. Ça c'est un exemple sur Ouessant, simplement en une ligne de vol. Avec ce type de laser, ce que vous pouvez du coup avoir, une topographie finalement très nette. Et puis de la bathymétrie, on vous a mis en magenta du coup les séparations. Donc vous voyez effectivement après la chute de la densité de points entre la bathymétrie par les lasers topobathymétriques et puis les lasers classiques type Platts Mark III. Alors, je ne sais pas si ça apparaît bien sur l'ordinateur ici. C'était pour vous montrer la définition de ce genre de laser. Ouais, voilà, merci. Vous voyez ici la ligne de chaîne en fait du voilier. C'est assez incroyable, c'est pour ça que j'ai mis cette planche quand même. Vous la voyez ou pas? Pas du tout. Moi, proche, je vois les points là ici. Non, pas du tout. Bon, vous viendrez voir sur l'ordinateur, je vous montrerai ça. C'est-à-dire que le mouillage du voilier est visible avec ce type de laser. Bon là on est à Moorea, on est dans des conditions et effectivement on a une extinction qui est particulièrement profonde. Ça c'est intéressant aussi, c'est que je parlais quand même de la difficulté pour ce laser à réagir en fonction des fonds clairs ou des fonds sombres. Quand on est qu'en fond sombre, ça fonctionne quand même. C'est-à-dire que là c'est les sables noirs sur Tahiti. On était un petit peu méfiant côté CHOM, on se disait est-ce que le Rigel va bien passer ? Ou alors est-ce que le laser va être complètement absorbé? Vous voyez qu'on a quand même eu d'excellents résultats malgré cette albédo sombre. Je vais aller vite. Donc deuxième laser, le Chiroptera. En Méditerranée, on était sur une moyenne de 10 mètres, donc des résultats du coup plus importants que le Rigel. Et toujours de manière très exceptionnelle, on allait un petit peu plus loin, 13 mètres. Ce qui est intéressant sur les lasers à HAB, c'est qu'il y a une très grande modularité en fait. C'est un petit peu comme s'ils construisaient par bloc finalement leurs équipements. Donc là, je vous ai listé un petit peu. On peut assembler comme des Lego les lasers rouges avec les lasers verts. On fait un petit peu ce qu'on veut. C'est très modulaire. Donc nous, on a surtout testé au CHOM le Chiroptera et le Hawkeye 3. On a une vraie voie topo, puisque je parle de laser rouge là. Donc du coup, on a une possibilité de détection très fine. Je vous montrerai une planche juste après là-dessus. Et effectivement, on arrive à une capacité de détection malgré de la turbidité. Donc je reviendrai sur deux essais particuliers, le Languedoc-Roussillon et puis le littoral normand-picard. Toujours pareil, il y a peut-être deux lignes de vol, mais ça c'est le port de Saint-Tropez, voilà, survolé avec un tel laser. Pour moi, il y a un hydrographe, ce qui est complètement stupéfiant, c'est de voir aussi bien le fond d'un port. Quand on doit faire ce tel levée avec les bateaux, c'est pas aussi simple. Et là, malgré la turbidité dans le port, on a quand même un résultat qui est assez sensationnel. Alors là, c'est juste pour illustrer le fait qu'on ait un laser topo associé, finalement, avec ce type d'équipement. Vous voyez le nombre de points qu'on récupère sur le lampadaire aussi. C'est-à-dire que pendant qu'on est en train de faire, finalement, se lever
plutôt bathymétrique, hein, on récupère quand même une topo qui est franchement intéressante aussi. Là, c'est l'amélioration du coup de la technique. Donc, je prends la série historique du Languedoc-Roussillon. Vous voyez ce qu'on pouvait avoir comme densité de points. Alors, malheureusement, ça apparaît très très mal. Moi, d'où je suis, je vois les points rouges. Donc, on est en 5 mètres par 5 mètres, hein, voilà. Et aujourd'hui, en 2014, vous voyez qu'avec le Chalot, hein, donc le Hawkeye 3, on arrive à plusieurs points par mètre carré. C'est une véritable révolution technique. Bon, et derrière, forcément, ça nous permet de générer des MNT, des mailles plus fines. Voilà, ça c'est l'épisode du Languedoc-Roussillon, l'épisode Sévenol. Ah oui, d'accord, merci. Donc du coup, le disque de Secchi, c'est ce qui nous permet de mesurer la turbidité. C'est simplement un disque noir et blanc qu'on plonge dans l'eau. Et quand on ne le voit plus, voilà, c'est qu'on a atteint la limite de Secchi. Donc là, on était à 3-4 mètres. Donc c'est particulièrement turbide, hein. On atteint quand même les 10 mètres malgré ces eaux défavorables. On voit la couche de turbidité, hein, quand même, qui est assez nette. Donc derrière, côté CHUM, qu'est-ce qu'on fait? On assure le nettoyage. Deuxième grande évolution technologique, je parlais tout à l'heure des logiciels, notamment dans les zones turbides. Donc ça, c'est toujours chez AAB Leica. C'est Port Grimaud. Ici, vous avez un pré-traitement, on va dire. On voit que c'est un port, hein, on n'a pas forcément de la donnée de partout. Si on utilise certains algorithmes, comme le WMA, vous voyez la donnée ressortir. Alors là, encore plus spectaculaire, je reviens du coup sur le golfe du Morbihan, le démonstrateur historique du CHUM. Vous avez à gauche les données 2005. Bon, là, on est sur du coup un laser Optec avec un traitement 2005. Vous voyez qu'on était loin d'avoir le littoral en totalité. On a repris du coup ces données avec un traitement 2010 et les derniers algorithmes. Avec la même donnée, on arrive à avoir finalement un produit complet. Et je vais conclure. Donc les enjeux pour les levées. Hein. Ces capteurs, hein, très clairement, ils vont faire l'objet d'une utilisation systématique désormais, hein, pour litho 3D. Il y a une meilleure prise de décision quand on fait le traitement, hein, on a une meilleure densité de poids. Alors par contre, c'est vrai que pour nous, côté CHUM, ça allonge un petit peu les durées de traitement. Et à la fin, c'est pour, quelque part, vous offrir une meilleure description des fonds marins. La fusion de données terre-mer, je ne vais pas revenir dessus parce que ça a bien été détaillé par Alexandre, mais finalement elle a été décalée de l'estran vers l'arrière-dune, ou du moins vers des zones plus stables à l'intérieur des terres. Et ça nous permet d'avoir des profils de plage finalement d'un bloc avec une continuité du coup parfaite. Et dernier point particulièrement important, c'est que finalement c'est la possibilité d'ouvrir des zones qui étaient réputées comme impossibles à lever par laser bathymétrique aéroporté. Voilà, finalement on se dit qu'il y a des possibilités, hein, et on a beaucoup parlé tout à l'heure de la façade Manche-Atlantique où on n'avait que le Finistère, ce qu'on espère bien. Dit tout à l'heure par Nathalie, voilà, c'est effectivement avoir des levées à venir. J'évoque là très rapidement aussi la possibilité que ça offre dans les couches d'eau fine, les étangs, les rivières. Voilà, donc le mot de la fin, c'est qu'on a une technologie, hein, à la fois matérielle et logicielle, qui arrive à un bon degré de maturité. Notamment pour lever les littoraux dits difficiles. Maintenant, je tempère un petit peu, c'est pas non plus la solution miracle. Donc, dans la mise en œuvre, dans le traitement, ça reste difficile. Et puis, on reste toujours quand même très très dépendant des conditions environnementales. Hein, on travaille sur des données géographiques qui sont dans l'environnement. On ne fait pas forcément ce qu'on veut. Donc, faut quelque part rester un petit peu humble aussi par rapport à ça. Voilà. J'ai tenu, hein, Corinne, là. Bravo. Évidemment, nous sommes en retard, mais on a commencé à cause de l'accident, nous avons commencé en retard, mais on ne va pas squeezer la partie importante. Donc merci à l'IGN et au CHUM pour avoir fait ces descriptifs techniques qui sont
impératif pour nous au moment où on dit que l'ITO 3D est la donnée terre-mer, celle qui permet aux modélisateurs pour les risques, mais pour tant d'autres choses de travailler. Donc, je voudrais savoir si vous avez des questions. Je sais qu'il y a des modélisateurs dans la salle. Est-ce que vous connaissiez ces détails finalement sur la fusion? Est-ce que vous voulez en avoir d'autres? On pourra converser avec eux à la pause, mais est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été présenté? Donc moi j'aurais des questions en tant que collectivité, ce que vous avez évoqué sur l'avènement de nouveaux capteurs qui nous permettent en eau trouble. Pour PACA, on a eu le cas de l'étang de Berre, où dans le marché, nous n'étions pas du tout sûrs de pouvoir acquérir de la donnée dans l'étang de Berre et sur les rives de l'étang de Berre. La bonne surprise a été que nous avons pu acquérir jusqu'à moins 5 mètres tout autour de l'étang, et ça a été pour eux une révélation. Ils n'avaient absolument pas cette vision-là de leur territoire. Sur le reste de PACA, je parle sous le contrôle de Yves Pastol et Yves-Marie, on est descendu jusqu'à moins 40. Donc on a vraiment, pour les acteurs locaux, un outil qui est fantastique, et puis un outil qui remonte à la côte, puisqu'avec ce produit fusionné, on peut commencer à avoir des images, et le conseil départemental des Alpes-Maritimes nous montrera tout à l'heure ce qu'il a pu faire avec ces données et ce qu'il offre sur le territoire des Alpes-Maritimes de façon gratuite. Est-ce que vous avez des questions? Non, ils sont sages. C'est dommage parce qu'on a là les gens qui sont justement à la fusion. Petit détail aussi administratif avec l'IGN, on voit qu'il y a une prime aux gagnants quand même à ceux qui font le produit fusionné d'ITO 3D. On a terre-mer en open, ce qui n'est pas innocent et ce qui est une très très bonne chose pour nos acteurs locaux. Le produit fusionné est quelque chose qu'il faut faire approprier par nos acteurs locaux. Et pour ça, effectivement, Crèche PACA, ROLNP, Géo-Bretagne s'y mettent. En côté technologie, est-ce que vous avez... Ah. Oui, Jules Fleury du CEREG. Donc on travaille aussi en risque littoraux. Je voulais savoir pour la fusion dans le cas de décalage temporel, comment vous fonctionnez dans ce cas-là? Est-ce que vous prenez la donnée la plus récente? Et est-ce que cette information elle est qualifiée? Est-ce qu'elle est dans les données métadonnées, les données annexes, sources et distances? Est-ce qu'elle est accessible? Mais à condition qu'on puisse garantir la continuité entre... Enfin, à trouver, malgré tout, une couture qui garantisse la continuité entre les deux jeux. Donc dans certains cas c'est possible, dans d'autres pas. Là c'est vraiment au coup par coup. Donc cette question elle est importante dans des zones qui bougent. Ah, pardon, oui, excusez-moi, je voudrais réagir aussi. Un élément important qu'a présenté Yves-Marie et Alexandre, c'est qu'il existe aussi des données en amont de l'ITO 3D qui sont le produit maritime et le produit terrestre. Et si vous voulez faire des études très précises de mouvements sédimentologiques sur des profils de plage, des choses comme ça, je vous conseillerais plutôt de prendre le produit maritime et le produit terrestre, les deux produits. Et donc ceux-là sont vraiment bien datés et du coup vous pourrez vraiment faire des évolutions. Le risque dans l'ITO 3D, c'est quelquefois d'avoir des données de deux périodes différentes. Elles collent, elles se rattachent bien, mais elles ne sont pas forcément homogènes, enfin les acquisitions ne sont pas homogènes comme vous l'avez expliqué tout à l'heure sur par exemple la zone de balancement de marée ou de choses comme ça. Donc attention, le produit LITO 3D est un produit global, qui est général, qui était très intéressant pour faire des études globales. Maintenant, si vous voulez faire des études fines sur certains profils de plage, je vous conseillerais plutôt de prendre les produits d'origine qui ont servi avant la fusion. Et ces produits, donc chez nous, pour les produits maritimes, sont en diffusion aussi sur le site. Une petite question pour revenir sur ce qu'Yves-Marie présentait tout à l'heure. Le laser topo-bâti dans les terres, avec la fauchée de l'avion, il va donner quelle distance? Quand on organise du coup nos plans de vol, côté CHUM,
on ne cherche pas spécialement, nous, à aller côté terre. C'est le rôle de l'IGN. Donc, une fauchée typique pour ce type de laser, c'est entre 300 et 400 mètres. Or, on vous a présenté tout à l'heure que le produit litho 3D, il fallait qu'il aille jusqu'à 2 km. Donc nous, voilà, on ne va pas spécialement très très loin côté terre. Maintenant, c'est vrai que il y a la possibilité d'avoir vraiment de la topographie finalement avec ces lasers. Bon, donc on avait envisagé pour Saint-Pierre-et-Miquelon, pour la collectivité, là où je disais malheureusement ils ont retenu que le terrestre, d'employer ce type de technique en une passe pour faire terrestre et maritime, voilà, en une fois. Un petit détail en plus sur les données topo acquises par les lasers topobathymétriques. Il faut savoir que nous, la cote est légèrement découpée, donc le prestataire ne s'amuse pas à couper ses lignes lorsqu'il passe au-dessus de la Terre et à remettre en route son laser quand il passe au-dessus de la mer. Donc il acquiert la donnée tout le long de la Terre et de la mer, il ne s'en occupe pas. Nous, on lui demande généralement, suivant le contrat que l'on a avec lui, de rentrer à l'intérieur des terres. Et M. Montal vous le montrera. Là, sur le dernier levé que nous avons en Languedoc-Roussillon, le prestataire est rentré quelquefois à 3-4 km à l'intérieur des terres. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. C'est des demandes spécifiques, mais je vous conseille quand même d'aller voir les produits d'origine où là vous verrez vraiment la couverture. Nous ne coupons pas la couverture, toute donnée acquise est fournie. D'accord ? On ne fait pas un buffer le long de la côte qui va nettoyer les données. Nous, au niveau CHOM, on fournit la totalité de la donnée acquise en topographie. Donc là, effectivement, on va attendre avec beaucoup d'intérêt la présentation de notre collègue de l'Adréal, mais c'est important aussi pour les modélisateurs de savoir qu'ils peuvent, et pour ceux qui sont au cahier des charges de la spécification, de savoir qu'on peut demander éventuellement 1 kilomètre, puisque dans certaines zones où la grue va très vite, mais pas la grue l'oiseau, je pense à certains départements Alpes-Maritimes, Var, on peut avoir des décalages qui vont très rapidement fausser des modélisations sur les risques et submersion notamment.